Julien, je te laisse la parole. Ok, merci Monsieur le Président, je démarre. Donc je suis Julien Bayou, député écologiste. J'appelle Benjamin Haddad président parce que c'est le président du groupe d'amitié France-Ukraine et j'en suis le vice-président. On était à Kiev notamment en septembre, lui il y allait plusieurs fois, mais on était à Kiev en septembre, rencontrer nos homologues parlementaires et l'exécutif également, l'état-major de Zelensky. Euh, Évidemment, on est très inquiet de la situation qui se dégrade, en tout cas du soutien qui peut donner un sentiment d'effritement. Et évidemment, avec la perspective des élections américaines en novembre. Euh, je sais que le principal objet de notre audition, en tout cas de la discussion de ce soir, c'est la question de la résolution pour la confiscation des avoirs russes gelés en Europe. Je voulais, si vous me permettez, faire une toute petite introduction parce que je pense que c'est important que vous sachiez d'où je parle. En tant que député écologiste, je suis forcément et férocement pacifiste. Et donc, c'est pas évident, même si je suis en commission défense, de m'exprimer spontanément pour le soutien évident à l'Ukraine. Voilà. Mais j'ai été observateur électoral en Ukraine il y a 10 ans. J'avais constaté que cette démocratie voulait choisir l'Europe et que euh, la Russie essayait par tout moyen de l'en empêcher. J'avais constaté évidemment que j'étais déployé à Tcherkassy. On pouvait voter, on pouvait contester les votes, on pouvait consulter des listes électorales, ce qu'on ne pouvait pas faire au même moment dans les élections qui étaient, enfin, si on peut appeler ça des élections, au Donbass. Et donc j'ai suivi la situation de près, évidemment, comme tout un chacun, pensant que l'Ukraine était une démocratie menacée par un régime autoritaire et que si conflit il y avait, c'était finalement bien plus important en termes d'impact, de conséquences. Euh, Ce qui se joue en Ukraine dépasse de très très loin le sort de la seule population ukrainienne. C'est-à-dire que ce que la Russie fait subir à l'Ukraine légitime en tout point et évidemment le soutien à l'Ukraine. Euh, Ne serait-ce qu'au titre de la Charte des Nations Unies. On a un État membre qui est agressé, clairement, des crimes de guerre, des enfants déportés, des écocides, des populations martyrisées, prises pour cible indistinctement. Évidemment, c'est une légitime défense collective que d'apporter le soutien à l'Ukraine. Je crois aussi que depuis des années, il y a eu un aveuglement à l'égard de Poutine et qu'il nous faut aujourd'hui dire qu'il constitue une menace pour l'Ukraine, évidemment, pour l'Europe et pour la paix mondiale. Et on le savait, en fait. En vérité, quand on l'a accueilli à Versailles en 2018, on savait qu'il avait déjà annexé la Crimée illégalement, qu'il occupait le Donbass, qu'il avait rasé Alep, auparavant envahi la Géorgie et Grozny. Donc euh, voilà d'où je parle. Je suis un Européen convaincu, pacifiste convaincu, qui constate qu'un pays est agressé par un autre et qu'il s'agit de légitime défense collective que d'apporter à l'Ukraine non pas les moyens seulement de résister, mais bien de battre la Russie. Non pas d'éviter l'humiliation de la Russie, mais de mettre Poutine et son régime hors d'état de nuire et que donc il faut que l'Ukraine puisse l'emporter. En septembre à Kiev, on a entendu des Ukrainiens, mais je pense que Benjamin Haddad le développera, dire euh, vous avez toujours fini par livrer avec retard des éléments essentiels sur les chars, sur les munitions, euh, ce qui nous a handicapés dans la contre-offensive. Et finalement, vous avez fini par le faire, ce qui vous semblait impossible. Bannir RT, par exemple, c'était impossible, finalement, vous l'avez fait. Euh, je crois qu'aujourd'hui, on est tenu au nécessaire. Voilà. Je suis furieux quand j'entends le soi-disant discours de paix, que l'Ukraine devrait accepter des négociations avec des pseudo-garanties de sécurité, avec des références moisies, honteuses de mystification à la conférence d'Helsinki, comme si euh, le droit international n'était pas clair là-dessus. C'est l'intangibilité des frontières, euh, sauf évidemment accord réciproque et accord des populations concernées. C'est évidemment pas le cas dans la situation actuelle. Donc, les personnes qui, notamment à gauche, utilisent ce discours de paix pour la jouer pacifiste, internationaliste ou je ne sais quoi, sont extrêmement dangereux, nocifs et cyniques. Je suis aussi énervé quand j'entends des discours, je vais le dire comme ça, Benjamin sera peut-être pas d'accord avec moi,
à l'emporte-pièce ou mal maîtrisée sur la question de l'envoi des troupes, alors que ce n'est pas la demande des Ukrainiens. Voilà, je pense que c'est le plus simple. Concentrons-nous sur leurs demandes et sur nos engagements. Et aujourd'hui, nous ne faisons pas suffisamment vite, sur les munitions, évidemment, sur les Mirage 2000D en particulier, qui sont réclamés, sur tout le soutien que l'Ukraine demande et que nous devons lui apporter. Mais le minimum et le nécessaire, c'est aussi cesser d'importer du gaz naturel liquéfié, alors que la Russie est toujours notre deuxième fournisseur de GNL, et que nous sommes toujours très dépendants de l'uranium enrichi. Vous voyez que, avant d'envisager une hypothèse qui n'est pas réclamée par nos alliés, l'envoi de troupes au sol, et qui a fait beaucoup d'écume et beaucoup de débats sur quelque part une diversion des vraies demandes, cesser de financer par notre chauffage l'effort de guerre russe contre l'Ukraine serait précieux. Bon, et j'en viens maintenant à ce qu'il est possible de faire et ce qui constituerait, à mon sens, un précédent utile. Saisir les avoirs qui sont actuellement gelés. C'est une bonne chose de les avoir gelés. La situation actuelle est que nous ne les rendrons pas. Je parle d'avoirs russes qui sont détenus par la Banque centrale russe, en particulier en Belgique. On parle de plus de 200 milliards d'euros. Nous ne les rendrons pas, puisque l'état actuel des choses, c'est qu'ils sont gelés jusqu'à réparation, jusqu'à retrait des troupes russes et réparation. La Russie n'a pas contesté ce gel, évidemment parce qu'elle l'a fait aussi de son côté. Et donc nous proposons avec Benjamin une solution simple mais audacieuse, de confisquer ces avoirs, de les non pas seulement geler, mais de les saisir et les affecter au soutien militaire à l'Ukraine, mais également à sa reconstruction, parce qu'on sait que l'Ukraine a besoin de reconstruire très très vite. Et pendant le conflit, pour aussi démontrer à la population qu'elle libère, quand elle mène une contre-offensive, que l'Ukraine est là pour elle, hein, quand la Russie, au contraire, les martyrise. Donc la reconstruction doit se faire quelque part même en temps de conflit. À ce stade, nous avons déposé cette proposition de résolution qui pose évidemment des tas de questions juridiques, mais il y a une étude du Parlement européen euh, qui explore différentes pistes que je pourrais développer si vous voulez qu'on aborde le sujet plus technique. Et je suis assez fier en fait que nous puissions comptabiliser aujourd'hui plus de 140 députés signataires de différents groupes hors Front National. C'est-à-dire que nous n'avons pas sollicité le Front National, qui sont malheureusement très nombreux, ils sont 90. Et malgré ça, sur les 577 députés moins 90, nous avons plus de 140 signataires de différents groupes, et ça continue d'arriver. Nous profiterons du débat sur l'Ukraine qui a été mentionné, c'est-à-dire le débat avec vote suite à l'accord de sécurité avec l'Ukraine qui a été conclu il y a 10 jours. Le débat aura lieu le 12 mars, et nous profiterons évidemment de ce moment pour insister sur la nécessité d'agir pour confisquer ces avoirs. C'est l'aide peut-être la plus concrète et la plus immédiate qu'on peut apporter à l'Ukraine immédiatement depuis le front arrière, si je puis dire, depuis l'arrière. Euh, et par ailleurs, ça aurait une évidemment immense portée. Euh, on nous oppose des arguments juridiques, on nous oppose des arguments économiques sur la crédibilité de la zone euro. Je pense qu'il est temps de dire que l'euro ne veut pas euh, devoir compter sur les avoirs de dictateurs, et que quand les dictatures arrivent à s'organiser comme elles le font aujourd'hui, Corée du Nord, Iran, Russie, eh bien, les démocraties sont capables de faire primer le droit international et de répondre à une agression comme celle-ci par des ripostes et des réponses collectives. Pour répondre sans détour à la question qui a été posée dans le chat, euh, à ce stade, aujourd'hui, aucun député de la France insoumise n'a soutenu cette proposition de résolution. Monsieur le Président, à toi. Est-ce que j'en ai dit beaucoup peut-être, mais je pense que c'est intéressant que tu puisses, en tant que membre de la majorité également, présenter cette approche. Merci, cher Julien, et bonjour à toutes et à tous, et merci pour votre engagement aussi en faveur de l'Ukraine. Déjà, un premier mot, après on parlera du fond, mais sur la démarche politique, il ne vous aura pas échappé que Julien et moi ne sommes pas du même parti. Je suis député Renaissance, Julien est député écologiste. On a près de 150 députés de 7 partis différents, donc on parle de ceux qui l'ont pas co-signé, mais
On a le PS, les Verts, Modem, Horizon, Renaissance, Lyot, LR qui soutiennent cette résolution. Et je pense que c'est très important, et je le dis en plus le lendemain d'un vote historique où on a su aussi être transpartisan, c'est très important de se rassembler sur des sujets qui ont un tel impact à la fois sur nos intérêts et sur nos valeurs. Et on a su, dans le soutien à l'Ukraine, trouver des majorités transpartisanes. La délégation dont Julien parlait en septembre, c'était une délégation du groupe d'amitié qui était transpartisane. On a fait passer plusieurs résolutions de soutien à l'Ukraine. Je le dis parce qu'il y a une petite musique, souvent d'ailleurs poussée par le Rassemblement national et ses alliés dans les médias, qui consiste à dire qu'on n'a jamais eu de débat à l'Assemblée nationale sur l'Ukraine. C'est faux. On a eu des débats, on a eu plusieurs résolutions de soutien, une résolution qui reconnaissait le caractère génocidaire du Holodomor, les famines organisées par Staline dans les années 30 contre l'Ukraine, une résolution qui désigne le groupe Wagner comme un groupe terroriste, une résolution de soutien plus général à l'Ukraine. On a fait passer aussi plusieurs amendements lors des différents débats budgétaires d'augmentation du soutien militaire, donc des fonds de soutien militaire à l'Ukraine. Et ça, on a le su faire de façon transpartisane. Voilà, on parle beaucoup des divisions et des clivages partisans et de l'ambiance tendue à l'Assemblée nationale, mais sur un sujet aussi important, on a su se rassembler et c'est important pour notre pays. Et puis, je vais vous dire, dans le travail au quotidien en tant que parlementaire, ça fait du bien. C'est apaisant. Alors, cette résolution, bon, je pense que Julien a dit l'essentiel, fondamentalement. Depuis 2 ans, nous avons bloqué au niveau européen les avoirs de la Banque centrale russe qui sont stockés en Europe. On parle de 200 milliards d'euros et 100 milliards supplémentaires qui seraient entre le Royaume-Uni, les États-Unis, Japon, Canada, etc. Fondamentalement, cet argent, c'est un peu tabou de le dire, mais on n'a pas de perspective de le rendre aujourd'hui. Quand vous regardez le G7, les conseils européens sont mis d'accord pour dire cet argent, il ne sera rendu que le jour où, un, la Russie se retire, et deux, elle accepte de payer des réparations. Donc on est assis sur cet argent à un moment où c'est le contribuable européen qui paie pour la reconstruction, pour le soutien à l'Ukraine. Nous, ce qu'on propose avec Julien, c'est de saisir ces avoirs et de les utiliser pour le soutien et pour la reconstruction de l'Ukraine. Il y a 2 niveaux. Les chefs d'État européens, et vous avez peut-être entendu Ursula von der Leyen la semaine dernière s'exprimer sur le sujet, proposent de saisir les intérêts qui sont toujours générés par cet argent, qui n'est pas uniquement dormant. Donc, on parle entre 3 et 5 milliards d'euros par an. C'est une première étape, et il ne faut pas la sous-estimer. Donc, nous, on demande à ce que déjà cette étape soit mise en œuvre tout de suite. Mais on pense qu'il faut aller plus loin et donc on veut créer un débat, susciter un débat politique là-dessus en France et chez nos partenaires européens pour mettre un peu de pression sur les gouvernements pour qu'ils aillent plus loin et qu'ils construisent le cadre juridique, le cadre technique pour saisir ces avoirs. Et ce qu'on appelle le principal, c'est-à-dire les 200 milliards. Alors, effectivement, c'est quasiment sans précédent. Ça pose des questions juridiques, donc nous, on n'y va pas à l'emporte-pièce, on demande au gouvernement de travailler à construire un cadre juridique et technique. On peut aller un peu dans le détail technique, mais certains considèrent fondamentalement que ça fait partie des contre-mesures collectives contre la Russie en conséquence à son agression contre l'Ukraine, donc la violation du droit international que ça représente, au titre vraiment donc, de la légitime défense, l'article 51 de la Charte des Nations Unies. Sur le plan technique, certains suggèrent non pas d'aller prendre directement l'argent, mais de l'utiliser comme la garantie d'un grand emprunt que les Européens ou les Ukrainiens pourraient faire sur les marchés pour pouvoir soutenir l'effort de reconstruction et l'effort de guerre ukrainien, ce qui pourrait repousser aussi un peu plus tard la question de l'utilisation du principal. Nous, je crois qu'on n'a pas de religion sur le sujet. On veut pousser et encourager ce débat. Mais effectivement, on est à un moment clé. Le Congrès américain est bloqué sur l'aide à l'Ukraine. On a su nous débloquer récemment, mais avec difficulté, hein, quand vous pensez au rôle que joue la Hongrie au sein du Conseil européen. On a su débloquer 50 milliards au niveau européen pour le soutien à l'Ukraine. Ben là, voilà, nous, on part d'un principe très simple, qui est que c'est avant tout à l'agresseur, à la Russie, de payer pour le coût de l'agression et non pas principalement aux contribuables européens. Et donc, là-dessus, on a franchi
des limites qu'on ne pensait pas franchir, que ce soit sur l'utilisation, sur l'envoi d'armes, sur les sanctions sur l'énergie, sur la question de Russia Today ou de Sputnik. Aujourd'hui, on a le président qui, moi je pense que ce débat sur les troupes est utile, ne serait-ce que pour envoyer un signal très clair à Vladimir Poutine que nous sommes engagés avec l'Ukraine sur le long terme et qu'on ne cédera pas. Et je pense qu'il faut assumer un rapport de force. Mais en effet, il y a d'autres choses qu'on peut faire entre-temps. Plus d'envoi de matériel militaire, totalement en phase avec ce qu'a dit Julien, et cette question des avoirs gelés sur lesquels on veut susciter un débat. Donc aujourd'hui, on a près de 150 signatures. Je pense qu'on en aura plus dans les jours qui viennent. Et puis, l'objectif, c'est d'examiner cette résolution au mois d'avril et donc de la voter. Merci beaucoup, messieurs les députés. Je vois qu'il y a une question de Pierre Raymond, et puis j'aurais voulu donner la parole à Martine Jodot, qui est une juriste au sein de notre association, qui a travaillé sur le sujet et qui a rédigé un texte, une réflexion, un texte de réflexion sur la question, les aspects juridiques de la question que vous développez, que nous serons très heureux de vous faire parvenir dans les plus brefs délais, peut-être ce soir ou demain. Donc, est-ce que, Martine, tu veux intervenir maintenant? Oui, d'abord, je voulais vous féliciter pour ce projet de résolution. Et vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait un rapport du Parlement qui était en cours, du Parlement européen, sur la position juridique. Je serais intéressée de la connaître, si c'est possible. En tout état de cause, moi, j'ai commencé une étude juridique il y a déjà 2 mois, parce que j'ai vu les invitations à rechercher un outil juridique dans cette situation qui est inédite. Et effectivement, j'ai trouvé une piste que je souhaite vous soumettre et dont on peut débattre. Elle part de l'ONU. De l'ONU en sens que vous avez un statut de la Cour internationale de justice qui, dans son article 38, dit que la Cour internationale de justice applique la coutume internationale. D'autre part, un article 92 de la Charte des Nations Unies qui dit que le statut de la Cour internationale de justice fait partie intégrante de la Charte des Nations Unies, ce qui donne un socle particulier à la coutume en droit international ici. Et ce d'autant plus que l'ONU a une commission en son sein qui s'appelle la Commission internationale du droit, qui depuis 40 ans a bossé sur la codification de la coutume internationale en matière de responsabilité de l'État de faits illicites. Et il y a la moitié de ce code qui est consacré à l'encadrement des contre-mesures, dans lesquelles rentre notre fameuse confiscation. Donc, il y a un droit contraignant à défaut de traité international sur la question. Il y a un droit et un code appliqués et reconnus par la doctrine et reconnus par les États de la contre-mesure qui nous permet de prendre cette contre-mesure avec tout du moins une bonne foi sur le plan international et un outil juridique d'encadrement qui permet de sortir de la jungle qu'on a connue avec les contre-mesures depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'ONU avait voulu lancer au travers de cette commission cette étude pour arriver à peu près à réguler les contre-mesures dans le monde à défaut de parvenir à un traité. L'intérêt, c'est que ce code permet à un État de sa propre initiative de prendre une contre-mesure sans attendre une quelconque condamnation de l'État responsable. Il est l'État lésé, il peut prendre une contre-mesure dans certaines conditions. Et c'est l'objet que je ne vais pas développer évidemment aujourd'hui devant vous, mais c'est l'objet de ma note que d'étudier tout cet enchaînement qui nous conduit à une solution juridique. Et à cette solution juridique,
elle est étayée par deux propositions au plan européen que vous connaissez bien. C'est la proposition du Conseil de l'Europe qui dit qu'il faut faire une contre-mesure générale, placer les fonds chez Euroclear et les autres, que tout le monde mette ses fonds dans un organisme ad hoc ou existant, genre Bird, mettre tous ces fonds qui sont confisqués, créer une commission internationale ad hoc chargée de contrôler l'utilisation dans l'encadrement de cette coutume qui veut qu'il s'agisse bien d'affecter cet argent à la réparation nécessaire à l'Ukraine. Il y a un rapport de la Banque mondiale avec tous les items de réparation qui ont été chiffrés à aujourd'hui à environ 500 milliards et qui augmentent tout le temps, hein, évidemment, avec tous les postes, infrastructures, même encadrement et soins des victimes, etc., de la population, de la réparation de l'agricole. Il y a le volet environnement qui vous intéresse, Julien Bayou. Et par conséquent, avec tout ça, moi j'estime que on a dans une certaine éthique la possibilité confirmée par la coutume internationale de pouvoir procéder à ces contre-mesures. Et je suis prête à l'expliquer à qui veut l'entendre. Et ça me ferait très plaisir d'ailleurs de pouvoir promouvoir cette thèse-là parce que j'y crois. Voilà. Merci beaucoup, Martine. Si je peux juste, merci beaucoup. Et si je peux juste réagir brièvement parce que c'est très intéressant ce que vous dites. Et moi, j'ai vraiment le sentiment que l'argument juridique qui est avancé souvent est utilisé, en fait, c'est un argument politique. C'est-à-dire qu'il y a un manque de volonté politique et donc on trouve l'argument juridique pour justifier le manque de volonté politique. Et en effet, vous avez raison, il y a différentes doctrines juridiques qui existent sur ce sujet. Donc moi, je serais très intéressé. Il y a mon mail Assemblée nationale quand je consulte. Si vous avez des documents ou si vous avez écrit une note sur le sujet, je pense que ce serait effectivement très utile pour nous. Mais merci, on va vous la faire parvenir rapidement. Mais ce qui est important, c'est qu'on puisse échanger dessus. Parce qu'il y a plein de questions circulaires que je n'ai pas traitées dans ce résumé, hein, parce que la question est immense. Je peux vous en écrire 300 pages. C'était mon boulot quand j'étais au Conseil d'État. Et donc, je peux, si vous voulez, développer sur plein d'aspects. Et c'est pour l'Ukraine qui pourra se charger de le faire aussi avec moi. Et ça nous tient à cœur de débloquer cet aspect juridique pur. Il y en a un autre qui est économique et bancaire. On le sait parce que à chaque fois qu'on va déposséder un organisme qui abrite des fonds gelés, si par exemple on parle d'Euroclear, il faut bien se rendre compte que démobiliser les 200 milliards d'euros qui s'y trouvent, pour l'établissement, ça crée un problème, et comme c'est un établissement de compensation et de gestion des fonds publics en général, il va falloir lui donner des garanties, comme à toutes les banques centrales. Donc, il y a tout un système économique à créer sur lequel j'ai aussi un petit peu travaillé, et il faut envisager ça de manière, je veux dire, bien pensée. Et je pense qu'on a vraiment les outils, et c'est de l'aide pure à la décision politique. Une fois que tout ça est révélé, les politiques ne peuvent plus être aussi frileux pour le cas où ils aient des intentions de maintenir une frilosité au-delà des textes. Merci Martine. On va essayer de prendre quelques questions. Je vois qu'il y a 3 mains levées. Pierre, peut-être d'abord. Ton micro. Micro, Pierre. Il arrive. Oui, merci. Merci à Martine pour tes explications qui sont extrêmement claires et que j'ai eu le privilège de pouvoir lire il y a quelques jours. Merci beaucoup à Julien Bayou et Benjamin Haddad pour, d'une part, le soutien que vous apportez à l'Ukraine de longue date
et que nous connaissons bien, et d'autre part pour cette initiative transpartisane que vous avez prise et qui est du meilleur augure parce que nous, comme ça a été dit au début, nous sommes très attachés à la dimension transpartisane du soutien à l'Ukraine. On sait qu'elle ne regroupe pas tous les partis, et Julien Bayou l'a dit très justement, mais tous ceux qui peuvent se retrouver, et nombreux sont ceux qui se retrouvent, de députés ou de partis, c'est quelque chose effectivement de très important qu'on apprécie. Donc il y a la discussion sur cette saisie, je vais vous laisser les questions se poursuivre. Il y a à mon avis une autre discussion très importante sur laquelle j'attire aussi votre attention en parallèle, c'est le vote qui a lieu au Parlement, vous le savez mieux que moi, la semaine prochaine. Et ce qui nous frappe, c'est qu'il ne suffit pas de dire il faut plus d'armes pour l'Ukraine, il faut comprendre que les armes que nous livrons à l'Ukraine, que nous avons livrées, et même aujourd'hui, on ne fournit pas les armes qui sont en accord avec le but militaire que l'on doit se fixer à cette guerre, à savoir chasser la Russie. Autrement dit, si on se dit que le but, c'est de chasser la Russie, si la stratégie, c'est d'aboutir à ça, il faut littéralement changer de braquet sur les livraisons d'armes, un peu comme l'a proposé la première ministre estonienne. Il faut prévoir des armes qui permettent de dominer complètement la Russie sur le champ de bataille. Et je crains que pour l'instant, dans toutes les bonnes volontés qui s'expriment, on dit juste qu'il faut plus d'armes, mais on ne va pas aussi loin qu'il le faudrait. Merci Pierre. Est-ce que vous voulez réagir, messieurs Bayou ou Haddad, ou est-ce qu'on peut prendre d'autres questions? Oui, non, mais je voulais apporter quelques précisions parce que Madame Jodot je voulais pas, c'est un rapport européen, un Parlement européen c'est une étude en droit international sur quels seraient les leviers Ouais, euh, c'est ça qui m'intéresse. pour récupérer ces éléments. Legal options for confiscation, pardonnez mon accent. Quatre différentes options, en fait, changer le droit interne pour pouvoir confisquer les avoirs gouvernementaux, mais surtout la piste principale, c'est ce que vous évoquiez, c'est-à-dire les contre-mesures collectives. Voilà. Soit directement, soit en prenant appui sur des résolutions de l'ONU ou la constatation de crimes de guerre et autres, et donc des contre-mesures non pas exercées par l'Ukraine, mais collectivement au titre de la défense collective de l'Ukraine. La conclusion est plutôt assez optimiste, en fait. Voilà. Oui, comme Donc, moi. je vous envoie ça. Mais je pense que On Benjamin l'a échange. dit, l'enjeu, c'est en fait principalement une question d'affirmer une volonté politique. C'est-à-dire que euh, la Russie n'a pas contesté ce gel des avoirs. Elle a elle-même procédé à des confiscations ou des quasi-confiscations d'entreprises qui devaient partir de Russie et qui se sont retrouvées à brader des avoirs et autres. Donc le précédent est là, on ne rendra pas cet argent. Donc il y a une logique à aller au bout du raisonnement et à confisquer et à mettre ces avoirs à contribution. Et c'est, je pense, le bon niveau de réponse dans l'immédiat. Déjà faire le minimum, quoi, saisir les fruits mûrs, se passer du GNL, du gaz naturel liquéfié, et saisir ces avoirs qui sont là et qu'on ne rendra pas. Et envoyer un signal aussi que, bon, ça dépasse l'Ukraine, mais je pense vraiment que ce conflit augure peut-être malheureusement de conflits plus globaux. Quand on réagit mollement vis-à-vis de la Russie, on donne le signal à l'Azerbaïdjan qui peut aller taper l'Arménie, on donne le signal au Venezuela qui peut aller s'emparer d'une partie du Guyana. Et si demain la Chine prend exemple là-dessus, vis-à-vis de Taïwan, on est sur des dimensions beaucoup, 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 beaucoup plus dramatiques. Et donc je trouve qu'il y a une logique, une vertu quasi pédagogique à assumer cette confiscation pour que l'agresseur paye euh, les réparations. On va explorer aussi des manières d'utiliser l'argent sous forme de livret ou sous forme d'emprunt. Voilà, ça fait partie Voilà. des pistes. On pourra en discuter peut-être après, ou peut-être que monsieur le député veut réagir à ça. Non, mais déjà, merci et bravo pour votre engagement. Je pense que c'est très important. Il y a, je n'opposerai pas les deux, c'est-à-dire qu'en fait, il faudrait pas laisser croire que puisque si on arrive à prendre ces 300 milliards, le contribuable européen ou français sera plus mis à contribution. Mais par contre, c'est un effet de levier absolument crucial, c'est un fruit mûr qui est disponible et qu'il faut pouvoir aller saisir. C'est aussi une question de justice.
mais qu'il faut aller pouvoir saisir en complément. Et là, on parle de sommes très très importantes. Vous voyez, c'est 6 fois, enfin c'est 5 à 6 fois l'accord de 50 milliards que les Européens ont mis du temps, et c'était normal évidemment, à consacrer. Donc c'est évidemment, il y a urgence. Voilà, il y a urgence. Anne Marlex? Oui, j'ai une question pour vous, Monsieur Bayou. J'aimerais savoir quelle est votre position face à cette proposition du président tchèque d'utiliser des fonds européens pour acheter de l'armement à des pays hors Europe. Je sais que c'est en débat, cette proposition a été dans un premier temps repoussée par la France. Je crois que Monsieur Macron est revenu dessus et j'aurais souhaité connaître votre position là-dessus. 100% pour. Je pense qu'il faut maintenant faire preuve de pragmatisme. Je comprends l'idée du Buy European Act. Je soutiens le principe d'une défense européenne. On a beaucoup à rattraper en la matière, à trop dépendre de l'OTAN et peut-être multiplier les systèmes d'armes concurrents entre pays européens. Donc le Buy European Act, le principe de coopération renforcée de base industrielle de défense européenne est crucial. Euh, mais on a promis 1 million d'obus à l'Ukraine. On est entre 30 et 50% livrés. Et donc, je crois que il faut se saisir de tous les obus disponibles dans l'immédiat pour que pendant ce temps-là, justement, nos industries puissent se rattraper. Je crois qu'il faut vraiment mesurer ce que ça veut dire quand l'Ukraine reçoit 20 000 obus par jour et que la France est en capacité d'en produire 3 000 par mois. Donc, dans l'immédiat, oui, absolument. Euh, Acheter ces obus à l'étranger, les faire livrer et poursuivre la reconstruction ou la mise en état de notre base de défense. Et est-ce que vous pensez que, au sein de l'Union européenne, les outils sont suffisants et opérationnels, si je puis dire, aujourd'hui, pour mettre en œuvre une mesure pareille dans des délais qui exigent l'urgence de fournir cet armement à l'Ukraine? Pour le coup, je le crois, oui, je l'espère, hein. Les sommes sont pas, enfin, sont importantes, mais au niveau européen, c'est des sommes que l'Europe peut mobiliser. Donc ça, je pense que c'est possible. Merci. Je vais devoir vous quitter. Il y avait des questions sur les oligarques privés, mais c'est finalement plus compliqué que les avoirs publics, parce que il faut pouvoir démontrer un lien entre la décision d'envahir et les avoirs. Et donc des oligarques peuvent tout à fait expliquer qu'ils en sont loin, ceci, cela. Il y a par ailleurs des capacités d'échapper à ces décisions. On a des divorces. euh, Il y a des enfants qui ont des patrimoines exubérants, mais qui donc ne peuvent pas être tenus responsables de l'action de leurs parents. Vous voyez, donc sur les fonds privés, c'est très symbolique, des yachts, des villas, et c'est intéressant. Moi, le premier, je pense que c'est important d'aller taper ces symboles. Mais si on parle de grande masse, on est clairement sur les avoirs de la Banque centrale. Et pour des aspects tant politiques que techniques et juridiques, c'est, je pense, la cible principale. Il ne faut pas ne pas faire les autres, mais il faut commencer par ça. On a peut-être une toute dernière question d'une participante ukrainienne, si Oui, vous acceptez bien sûr, de bien la sûr. prendre. Donc, Olga Bondarenko. Merci beaucoup pour votre temps. Je voudrais dire que c'est bien évident qu'il y a des gens très conscients en France dans les associations qui comprennent la menace russe. Mais mon question, c'est comment faire les politiciens agir parce qu'il y a beaucoup d'actions, pas beaucoup d'actions, il y a beaucoup de discussions, mais ça fait rien. Les Ukrainiens perdent ses vies chaque jour et les Européennes et spécialement l'Union adorent condamner depuis 2014 en Ukraine, depuis 2008 en Géorgie. Donc, ma question, c'est qu'est-ce que les trucs qui empêchent les actions concrètes? Parce que c'est bien évident que la menace russe n'est pas juste pour l'Ukraine et pour les pays de Est, l'Europe de l'Est, mais aussi pour la France, pour l'Allemagne, pour toute l'Union européenne, pour la démocratie. Donc voilà, merci beaucoup. Ah non, non, merci à vous. Je suis en total accord avec vous. Je l'ai dit, nous, on était quelques-uns outrés par la bienveillance, la complaisance à l'égard de Poutine pendant toutes ces années. C'est certain qu'il y a
des élites qui ont été captées par l'influence russe, notamment à droite, ou à l'extrême droite évidemment, même financées. Mais plus globalement, je pense qu'il y avait l'idée que tout ça, c'était très loin et nous concernait assez peu. C'est un très mauvais argument parce que d'un point de vue éthique et moral, euh, le soutien à l'Ukraine ne souffre d'aucun débat. L'agression est patente et ne serait-ce que pour ça, l'ensemble de l'ONU doit se mobiliser. Mais je pense que même, bon, passer cet argument qui peut ne pas trop convaincre des adeptes de la réelle politique, vous savez, ceux qui disent que finalement, il faut toujours un peu discuter ceci, cela. Je pense qu'on doit vraiment mesurer la menace existentielle pour l'Europe que représente désormais la Russie et le programme expansionniste, impérialiste de Vladimir Poutine. Donc, quelque part, moi, quand je discute cash avec des autres parlementaires, je leur dis, si vous ne le faites pas pour l'Ukraine, faites-le pour vous, quoi, parce que c'est désormais de ça qu'il s'agit. C'est euh, c'est alarmant et c'est désarmant de devoir utiliser ce type d'argument parce qu'on devrait pouvoir soutenir l'Ukraine pour l'Ukraine. Mais je crois et j'espère que la menace russe, le fait que nous avons dilapider les maigres stocks de munitions que nous avions, alors que de son côté, la Russie est en mesure d'aligner une nouvelle armée prochainement, si c'est pas demain, c'est dans 3 ans, alors que nous, il nous faudra au moins 10 ou 15 ans pour reconstituer ces stocks, doit nous alarmer sur la menace pour tout le monde que représente la Russie. Et donc, évidemment, si c'est la nécessité absolue, non pas d'aider seulement l'Ukraine a résisté de manière héroïque, mais bien l'aider à vaincre, parce que c'est de notre sécurité et de notre liberté qu'il s'agit.